Bonjour à tous et bienvenue chez J'aime entreprendre. Aujourd'hui, interview de Grégoire Gambato, le cofondateur de Germinal. Grégoire, comment vas-tu? Bah écoute, ça va nickel. Cette petit ventilateur, petit 34 degrés dehors, là je peux pas être mieux. Ok, bon, pour commencer dans le vif du sujet, donne-moi un chiffre entre 1 et 60. 48. Et bah, tu as 48 secondes pour nous pitcher Germinal. Germinal, en gros, c'est une boîte qui aide les autres boîtes à faire de la croissance en ligne. En gros, on les aide soit à monter en compétences avec en fait, une base de connaissances à laquelle tu t'abonnes. Et en fait, en fonction de ton profil et de ton niveau, chaque semaine, on va te pousser du contenu pour t'aider à t'améliorer. Donc, ça va d'un contenu très basique à un contenu très expert sur les canaux d'acquisition en ligne, avec des études de cas, etc. Et à côté de ça, on fait aussi, à titre de recherche et développement, des missions commando pour quelques startups, quelques boîtes sur intro avec lesquelles on va bosser pendant un mois d'affilée pour les faire exploser. Et en fait, on va tester de nouvelles expérimentations et ces nouvelles expérimentations vont venir enrichir notre base de connaissances pour qu'on reste toujours au top. Et sinon, en chiffres, on s'est lancé il y a 2 ans et demi et là, on est 30 salariés. Et sur le deuxième exercice comptable, on boucle à 2,3 ou 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires sans levée de fonds. D'accord. Et donc globalement, vous faites aussi du gros hacking. C'est ça. Donc il y a beaucoup de gens qui ont un peu de mal avec ce terme. Est-ce que tu pourrais essayer de l'expliquer simplement aux gens qui nous regardent? Alors moi je dis que de façon plus générale on fait de l'acquisition en ligne, c'est-à-dire pour prendre tous les... Parce que des fois on fait des choses qui sont simples, qui sont bien exécutées mais qui sont simples, parfois c'est juste une belle stratégie de contenu, ça peut fonctionner. Mais le growth hacking c'est un peu notre état d'esprit, c'est de là d'où on vient. C'est vraiment comment est-ce qu'on fait de l'acquisition en utilisant des moyens non conventionnels, en prenant des raccourcis. C'est-à-dire en comprenant l'algorithme de LinkedIn par exemple on peut le craquer. Par exemple, moi, un truc que j'ai remarqué il y a quelques mois, c'est que quand vous disiez aux gens, je vous donne du contenu, le compte des commentaires, les gens ils commentent et comme l'algorithme de LinkedIn considère que les commentaires sont le saint graal, du coup, il montre votre post à 50, 100, 150 000 personnes. Donc ça, par exemple, c'est typiquement du growth hacking, c'est vous remarquez un raccourci, vous vous rendez compte que l'algorithme surestime ça, du coup, de façon disproportionnée, du coup, vous créez une situation propice à ça et du coup vous en surprofitez pendant quelques mois le temps que l'algorithme soit mis à jour et qu'on arrête et que LinkedIn arrête de montrer seulement des posts où les gens disent commentez. Donc ça pour moi le growth hacking c'est vraiment comment faire de la croissance en prenant des raccourcis. Ça peut être soit technique, des connaissances techniques sur l'algorithme, des bouts de code, etc. Comme un moment, on pouvait récupérer les adresses email de ses contacts Facebook en se connectant à l'adresse Yahoo. Ça n'avait absolument aucun intérêt d'ailleurs. Enfin, on pourra y revenir dessus. Mais ça servait à assez peu de choses. Mais on pourra revenir dessus. Et il y a le côté vraiment méthode, c'est-à-dire le growth hacking, c'est aussi comment est-ce que tu fais des tests hyper rapidement avec une énorme vélocité. Et tu te dis, au lieu d'avoir plein d'idées, je vais d'abord trouver, au lieu de me dire je pense que c'est ça qui marche, en fait je vais mettre toutes mes idées sur une feuille, je vais les hiérarchiser, je vais tester la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et à la fin tu diras ok c'est celle-là qui marche. Ok. Et est-ce que pour toi c'est réservé plutôt aux startups qui se lancent, les entreprises un peu de petite taille ou les grands groupes devraient aussi s'y intéresser En fait la grosse erreur du growth hacking, et d'ailleurs encore un expert... petit tacle au passage d'un mec qui dit ouais le growth hacking c'est du non conventionnel, du technique, c'est des raccourcis, c'est des outils, regardez ma console et tout. Et en fait non, le growth hacking c'est aussi l'état d'esprit et ça pour le coup la partie technique, les grands comptes c'est difficile pour eux de l'exploiter parce qu'ils ont un cadre etc. Même nous tout ce qu'on fait c'est légal mais parfois on fait des choses un peu des raccourcis que des grands comptes peuvent pas utiliser, peuvent pas se permettre. Mais par contre sur la partie itérer rapidement, tester des idées vite, tester une idée avant même qu'elle soit sortie etc. Ça c'est des choses que les grands comptes peuvent faire et nous aujourd'hui je considère que 90% des tests qu'on propose à nos clients peuvent être faits par des grands comptes et 10% seulement par des startups. Et aujourd'hui les grands comptes ils ont tout intérêt à s'y intéresser parce que nous on a eu des résultats incroyables avec des grands comptes. C'est-à-dire on a des boîtes comme la Société Générale ou un autre exemple avec Schneider Electric etc. On a eu des résultats de ouf quoi. Donc pour moi c'est autant pour les startups que pour les grands comptes. Bien entendu il y a des adaptations à faire dans les tests, dans les process, on ira peut-être un peu moins vite. Mais à peine, et je pense qu'on peut vraiment faire des trucs de ouf. On a fait un test avec L'Oréal, c'était incroyable. Genre sur du Drive to Store, les résultats étaient juste ouf. Et aucun problème de données personnelles, etc. Alors forcément, on a dû enlever des trucs. On a dû dire, ok, là on récolte aucune donnée personnelle parce que c'est un problème. Alors qu'une startup pourrait dire, bon, c'est pas très grave. On a des adresses email, les gens les fait cocher une case. On dit, non, si on doit une adresse email en cochant une case, il faut qu'on demande à la compliance. Si c'est autorisé, il faut qu'on crée une base de données interne avec un précédent. On dit, ok, 0 base d'email. On a quand même eu du résultat, quoi. Ok. Donc, et avec le RGPD, vous faites comment pour le RGPD, en fait, c'est pas un souci. En fait, le souci d'être compliant RGPD, donc c'est-à-dire d'être en accord avec le règlement sur la protection des données européen, c'est pas du tout un problème, même pour une startup. Sauf que le problème d'un grand compte, c'est qu'une startup, on va lui dire faut créer une base de données, il va créer une base de données rapidement sur OVH sécurisé.
Alors qu'un grand compte, il va devoir demander à son prestataire qui va lui faire un devis qui va mettre un mois et demi. Oui, c'est ça. Donc en fait, dans les deux cas, on est compliant. Du coup, pour une startup, on lui dit ok, crée une base de données. On demande à la personne tous les accords, on met toutes les cases. Alors que le grand compte, il va dire ok, on peut le faire, mais il va falloir 6 mois. Donc du coup, c'est là où il faut s'adapter. C'est-à-dire que pour la même expérimentation, il va falloir qu'on enlève des choses pour que le grand compte soit pas obligé de demander à d'autres services de faire une boucle, etc. Mais le RGPD, moi, ça a quasiment changé à mon travail. Il y a peut-être sur les cookies, on a mis en place le bandeau des cookies. Sur la partie prospection par email, il y a des choses qu'on a fait un petit peu différemment, mais franchement, ça reste de l'ordre du détail. Et parce qu'on faisait déjà les choses bien. Par contre, je connais des business qui sont marrants. Ok. Et donc maintenant, on va revenir un peu à tes débuts dans l'entrepreneuriat. Donc, tu as essayé de monter quelques business, dont une application de défi entre amis. Ouais. Et donc, on connaît Ça pas sort mal... les dossiers là, ça sort C'est les ça. dossiers. Et donc, on connaît pas mal d'entrepreneurs voilà, qui sont lancés, qui ont échoué et qui n'ont pas su rebondir. Comment toi, tu as su trouver cette motivation de repartir malgré un échec Ah bah c'est l'ego, hein. Clairement. Hein. Non, en vrai, les gens qui me connaissent maintenant et qui pensent que je suis un gros connard égocentrique me connaissaient pas avant. Donc je le dis aux gens, non, c'est pas l'entrepreneuriat qui m'a transformé en mec comme ça. Hein. À la base, j'étais déjà un connard. Et en fait, vous m'auriez vu en CM1, j'étais insupportable. quand tu vendais des cartes Ouais, non, alors ça c'était un petit peu après ça. Non, mais quand j'avais des bonnes notes, je demandais genre, t'as eu quelle note? Ah, bah moi j'ai eu mieux, tu vois. J'étais comme ça, tu vois, j'étais insupportable en CM1. Et du coup, maintenant les gens qui me connaissent, je leur dis, mais en fait, j'ai toujours été comme ça, c'est pas l'entrepreneuriat qui m'a changé. Hein. C'est pas le fait d'avoir une boîte qui marche un peu qui m'a fait me tourner. Non, j'étais comme ça à la base. Et du coup, non, vraiment, en fait, moi j'ai eu des projets comme ça. J'ai commencé, même la toute première chose, c'est j'ai vendu à mes parents le dimanche matin des pots de yaourt. Et je leur disais, je t'amène le pot de yaourt, c'est une anecdote que j'ai pas encore racontée ça. Je leur avais dit, pour 2 euros, je vous amène le petit déjeuner au lit. Et Ouais. Non, ça a pas marché. Mon père il m'a dit, qu'est-ce que tu essaies de faire là? Parce que mon père c'est un entrepreneur, il m'a dit, qu'est-ce que tu crois vraiment que tu vas me faire payer un truc qu'il y a dans mon frigo? Et bah voilà, pas de product market fit, hein, clairement. Je crois que j'ai essayé ça après qu'on ait fait des petits déjeuners en primaire. Donc j'ai essayé ça en. Après, j'ai vendu des cartes Magic, donc je les ai achetées à Grenoble et je les revendais dans mon collège. Du coup, je les achetais en gros, je les revendais. Je faisais 50 centimes de marge et j'ai vendu quand même 100 paquets. J'ai fait 50 euros de marge, incroyable. Et t'avais ta petite compta Ouais, j'avais ma compta et tout. C'était ma soeur qui tenait la compta. On s'était fait des petites cartes. Ça s'appelait Grémat, la société. Grégoire et Mathilde. Incroyable. Et ma soeur est partie dans les sciences de gestion. Elle était traumatisée par ça, du coup. Et du coup, et après, j'ai lancé une boîte pendant ma L2. Alors, j'en parle pas souvent parce qu'en fait, j'ai juste fait les statuts juridiques et compagnie. Et après, j'ai monté une boîte pour mon Master 1, une boîte pour mon Master 2. Et en fait, pourquoi j'ai rattaqué? En fait, j'avais tellement envie de monter une boîte. J'avais juste, ça me dévorait de l'intérieur, quoi. Qu'est-ce qui te boostait pour ça? C'était, tu voulais prouver aux autres que t'étais capable? Bah, je pense qu'il y avait déjà un truc. J'avais envie, comme j'avais loupé mes concours pour les écoles de commerce, bien loupé, hein. Genre. Post-bac ou Non, prépa. prépa? Ok. J'ai fait 2 ans de prépa et tout. Hein. Ok. Tu sais, je suis le connard qui est major en maths. En première année, en deuxième année, j'étais top 3 et qui loupe l'épreuve de maths. Et du coup, bah, quand t'as toujours 19 en maths et que t'as 12, bah, et comme d'habitude, t'as 5 en anglais. Ouais, tu misais tout sur les maths et là. Ouais, je disais tout sur les maths, gros profil déséquilibré. Et j'ai planté au concours, puis j'y croyais plus, il y avait un truc. J'ai pas été bon au concours, hein, là je me cherche pas des excuses, mais en plus, j'ai bien révisé tout, mais il y avait un truc, ça manquait de sens. D'ailleurs, je voulais prendre GEM parce que je voulais. D'ailleurs, ma prof principale m'avait démoli parce que j'avais pas voulu présenter les parisiennes. Elle m'a dit, mais vous vous rendez compte, vous pourriez aller dans une école, dans une parisienne et vous présentez même pas, c'est scandaleux. J'ai dit, mais moi je vais être à GEM parce que c'est près de chez moi et tout. Je me reconnaissais un peu dans les valeurs de l'école et tout. Bon, j'ai pas eu GEM. Je me souviens quand j'ai dit aux gens que j'avais pas eu GEM, ils ont cru que c'est une blague. Tous mes potes m'ont dit, ah, trop marrant Grégoire et tout, trop drôle et tout. Et j'ai un pote, et ils se foutaient tous de ma gueule. Et un pote qui allait voir lui-même les résultats, il a vu que j'avais pas, il a fait, oh putain, merde. C'était tellement improbable que j'ai même pas, entre guillemets, même pas j'aime. Donc à l'époque, voilà, j'avais les dents qui rayaient le sol, hein. C'était difficile de me déplacer. Et donc voilà, je voulais me prouver un truc parce que je me trouvais nul en fait. Le problème des gens qui sont toujours en train de la ramener à eux, c'est qu'en fait, au fond, souvent ils se sentent pas très bons. Et du coup, je me disais, putain, je suis pas bon. Je suis allé à la fac et je me disais, putain, j'y arrive pas et tout. Et du coup, je voulais monter une boîte, je voulais me montrer que j'avais réussi à trouver un taf. Et moi, ma grosse angoisse pendant tout mon master, c'était est-ce que j'allais trouver un taf à la sortie de mon master? Vraiment, c'était une grosse angoisse. Mais je pense que les gens se rendent pas compte à quel point, genre, je me dis, mais je me dis, il faut que je finisse mon master. Parce que si je finis pas mon master et que je rate et je suis pas bon entrepreneur, je trouverai jamais de travail, je vais me retrouver au chômage. Et j'ai bossé 3 ans chez McDo pour financer mes études. Et je me souviens que je me disais, putain, heureusement, je pourrais aller bosser chez McDo. Genre vraiment c'était mon truc, genre je pourrais retourner bosser chez McDo parce que j'ai bossé en L1 et L3. J'ai arrêté en M1 parce que L1 c'est hyper compétitif en droit pour avoir les M2.
Et T'avais un peu l'angoisse du vide, quoi, après le master. ouais, ça, je me dis, rien, je vais pas trouver de taf si je réussis pas mon master ou si j'ai pas d'assez bons résultats. Parce que quand t'as pas d'assez bons résultats en droit, bah t'as pas de bon master 2. Si t'as pas de bon master 2, bah t'as rien. Parce que la Ouais. fac, c'est aussi. En fait, la fac, c'est tous les ans, il y a un peu de sélection. Alors qu'en prépa, il y a beaucoup de sélection Oui. d'un coup. Et en fait, à la fac, tous les ans. Et en fait, entre le nombre qu'on était en master en L1 et en master 2, en fait, tu te rends compte que si t'es première moitié en L1, t'es dernier de ta classe en master 1, quoi. Et du coup, t'es pas pris en master 2. Donc pour dire, en Ouais. fait, Ouais, c'est plus progressif. Et bref, d'ailleurs, j'ai vu la différence. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup, voilà, je voulais vraiment monter un truc. Et je me disais, je voulais me prouver un truc. J'avais vraiment envie d'entreprendre et je voulais vraiment me prouver que j'étais capable de faire quelque chose. Et c'est ce qui a fait que même quand je me suis planté, bah, j'ai continué. Presque, des fois, enfin, de façon presque absurde. Et là, il y a Mathieu Gentil de Cowork, une Grenoble, qui m'a proposé un taf. J'étais à ma deuxième boîte chips où j'avais rejoint Alexandre Desmarques que je salue. Et là, pour le coup, ça marchait pas très bien, mais on fait quand même un peu de chiffre d'affaires. Et là, il m'a dit, viens. Et du coup, là, je me suis éclaté parce que c'était la première fois qu'on me donnait des outils. J'avais une newsletter, j'avais une communauté, j'avais des gens. Du coup, j'avais des produits à vendre. J'ai vendu des trucs, j'ai fait du chiffre d'affaires. Je me souviens, le premier soir où j'ai fait des chiffres d'affaires où les gens m'emmenaient des chèques et du liquide pour m'acheter les formations que j'avais vendues. C'était incroyable. Enfin, je crois que je me suis comme quand je me suis couché, je me suis dit, enfin, j'ai réussi un truc. Vraiment, genre, enfin, c'est bon, en fait, je suis peut-être pas à jeter, quoi. Et je pense que ça m'a débloqué. Et après, je suis parti. Et après, j'ai monté Germinal. J'ai fait des trucs. Ok. Et donc, pour en revenir à Germinal, pendant le confinement, assez tôt, vous êtes mis tous en télétravail. Ouais, une semaine avant l'annonce du gouvernement. Ouais. Une semaine avant. Et comment vous avez fait pour garder comment on appelle ça? Culture, enfin, cette Culture, cohésion. ouais, culture d'entreprise, cohésion, malgré la distance et l'ambiance un peu morose du. Bah, déjà, on avait calé un point humour qu'on appelait discours à la Manu tous les midis, qui durait 30 minutes. Où en gros, au début, c'était un peu la panique. On se voyait tous les midis pendant 30 minutes. Et pendant 30 minutes, je parlais de où on en était, de la situation, de mes prévisions, etc. Donc c'était très centré autour de moi. Mais ça permettait en fait, à l'équipe de garder le contact et de voir qu'il y avait un capitaine. En fait. Ouais. C'était juste ça l'objectif. Mmh. Et que les gens se rendent compte qu'il y avait quelqu'un à la barre du navire et qu'on n'allait pas dans le mur, quoi. Et genre, ils disent, voilà, moi je pense que ça va se faire comme ça, le confinement, le machin, les aides de l'État, voilà, on en est, etc. Donc ça nous a permis de rester mobilisés. Après, on a trouvé une routine, on s'est mis à s'organiser. On avait déjà tout, nous, sur Asana. Donc maintenant, on est sur ClickUp, mais sur Asana, un outil de gestion. Donc on sait qui fait quoi à quel moment. On était sur Slack, on avait de la documentation écrite sur Notion, etc. Donc on était hyper documenté. Donc on était déjà une boîte qui avait l'habitude de travailler sans faire des réunions, etc. Les réunions chez Germinal de plus de 3 personnes, c'est extrêmement rare. De plus de 45 minutes, c'est extrêmement, extrêmement rare. Donc on avait déjà cette pratique. Donc on a juste dû la mettre en ligne. Donc on a eu 3 semaines où on a un peu Bricolé, on a un peu bricolé, ça s'est un peu frotté, quoi. Je veux dire, c'était pas hyper fluide. Et puis au bout de 3-4 semaines, on a réussi à s'y mettre et c'est parti. Mais parce qu'on avait déjà cette culture. Et c'est vraiment ce point du midi, ce contact où les gens posaient leurs questions, leurs angoisses, les problèmes. On arrivait à résoudre tous ensemble les problèmes. En fait, tous les midis, on se retrouvait une demi-heure, toute la boîte pour résoudre les problèmes, quoi. Et donner la direction. Et ça nous a permis de rester groupés, quoi. Ok. Et vous faisiez un peu des team building en ligne ou Ouais, on faisait un peu des Germi Games, des petits jeux, des trucs le mercredi soir. Les gens ils mangeaient ensemble, ils mangeaient devant leur truc et ils se faisaient des petits repas. Il y avait des choses comme ça. Et après, on a lancé la nouvelle activité au bout de 3 semaines, un mois, quand on a vu les opportunités. Et voilà, en gros, c'est passé comme ça. Ok. Et est-ce que maintenant vous vous êtes tous remis un peu en présentiel ou il y a eu beaucoup de reste du confinement Non, maintenant on a décidé de passer en full remote à la fin du confinement. Ok. Donc maintenant toute la boîte est en télétravail. On a toujours un bureau à Paris. Les gens peuvent y aller s'ils ont envie. Ok. Ils sont pas obligés, il y a à peu près entre 4 et 7 personnes par jour, sur une trentaine. Donc c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. En fait, ils ont besoin de. Déjà, c'est un point de repère. Des fois, tu vois des clients, des choses comme ça. Mais maintenant, là, par exemple, on a 9 membres de l'équipe qui sont à Toulouse. En gros, ils ont dit il y a un mec, il a plus d'appart, Théophile. Et du coup, il a dit les gars, je vais à Toulouse, qui veut venir avec moi. Du coup, ils ont pris une villa et les gens vont travailler depuis Toulouse. Mais c'est pas du tout l'initiative de la boîte. Et les gens font ça, en fait, ils se baladent. Et il y a des gens, un mec qui a déménagé de l'autre côté du périph'. Moi, maintenant, je travaille depuis Grenoble ou depuis les Ménuires. J'ai un mec qui habitait déjà loin, mais maintenant vient quasiment plus à Paris. Notre CMO qui habite là. Vers au Moutaré, j'ai 295 habitants de mémoire. J'ai un mec qui travaille depuis l'Asie, j'ai une nana qui travaille depuis la Pologne. Maintenant, les gens ils sont complètement free, enfin voilà. Okay. Et une fois par mois, une demi-journée, on se retrouve tous ensemble. Ok. Et est-ce que pour toi c'était un progrès le fait d'être plus flexible? Parce que là, vous êtes vraiment flexible entre le présentiel, en ligne. Bon, en fait, pour moi, c'est l'avenir du travail. En fait, je comprends pas pourquoi on reste dans des bureaux. En fait. Okay. Je veux dire.
Avant, je pensais que c'était hyper important les bureaux, mais en fait, j'étais Mhm. juste un énorme tocard. Et je pensais que c'était important pour la culture et tout, mais en fait, la plupart du temps, tu as des manquements que tu arrives à redresser Ouais. par du présentiel. Mais en fait, si t'es bien organisé et compagnie, nous ça a été dur, hein, je dis pas que ça a été facile, je dis pas que toutes les boîtes peuvent le faire. Je pense qu'il y a des types d'activités qui sont compliquées. Ouais. Mais dans notre secteur, du full online, avec des gens qui n'ont pas de problème pour s'adapter sur leur matériel, etc., il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être 30 ou 40% des entreprises en France qui pourraient être en télétravail complet, quoi. Surtout, vous êtes une entreprise jeune, donc Oui, voilà, les gens sont le plus, plus âgé doit avoir 34 ans, un truc comme ça. Donc, Ok. ça, c'est facile. Et par rapport à toi, personnellement, est-ce que tu as une routine de travail, des outils incontournables dans ton quotidien? Alors moi, il y a un truc qui a tout changé dans ma vie. Alors après, vous pouvez pas le faire tout de suite, mais c'est pas de meeting, pas de call politique. Donc moi, si tu m'écris, je te dis non, tu me rappelles au téléphone. Ok. Tu peux pas m'avoir au téléphone en fait. Et tu peux pas, et alors a fortiori, tu peux pas avoir de meeting avec moi, enfin de rendez-vous avec moi. Donc je passe du temps avec les gens de l'équipe. En gros, moi j'ai organisé mes journées. Alors ça dépend des jours. Le matin, j'attaque entre 6h30 et 8h30. Ça dépend des matins. J'essaie aussi de me lever en fonction de mon énergie. Ouais. Je mets pas de réveil en fait. Donc je me réveille. Des fois je me réveille à 6h30, des fois je me réveille à 8h, des fois je me réveille, des fois très très tard à 9h. Mais en gros, le matin, je commence inbox 0. Donc je fais 0 mail, 0 message LinkedIn, 0 message Slack. Ça me prend bien entre 1h30 et 2h parce que j'ai pas mal de choses, de communauté et Ouais. de compagnie à gérer. Ensuite, j'ai le point. Là, j'ai des calls avec des gens de l'équipe pendant 1 heure généralement. Ensuite, j'ai le point d'équipe du midi qu'on a gardé qui dure 10 minutes maintenant, qui est plus collaboratif. En fait, le marketing fait un point, les ventes font un point, etc. C'est pas que moi, alors qu'avant c'était vraiment que moi. Après, début d'après-midi, pareil, là j'ai le delivery, quoi, les trucs que je dois sortir, moi, en termes de prod, la review, etc. Les gens de l'équipe qui me disent ok, j'ai fait une nouvelle fiche de poste, est-ce que tu peux checker et compagnie. Et après, entre 17h et 18h30, je pars marcher, 10 000 pas. Donc je marche 8 km tous les jours au bord de l'Isère. Et là, je fais mes calls avec les gens de l'équipe où éventuellement, c'est là le seul moment où je prends des calls avec des externes. Ok. Donc ça peut être une boîte dans laquelle j'ai investi. Quand je suis dans une position de business angel, ça peut être un mec où vraiment je me rends compte que par email il y a un intérêt de l'avoir au téléphone. Mais généralement, mes calls extérieurs, c'est pas plus d'1 heure par jour, alors qu'avant c'était entre 4 et 6 heures. Parce que j'ai beaucoup de sollicitations. Ok. Bon, après, c'est mon métier, hein. J'ai beaucoup de Oui. sollicitations. Je vends la boîte et compagnie, donc c'est normal, hein, Mm. n'importe qui dans. Et après, à 18h30, je rentre, je me pose, je fais de la muscu. Après, j'essaie d'arrêter le taf vers 19h30, 20h. Généralement, je fais muscu en faisant des calls, c'est très particulier, mais les gens s'en rendent pas compte, donc ça marche. Et des fois, ils m'entendent un peu souffler, ils disent ça va, ouais, t'inquiète. Et donc, voilà, c'est vraiment ça. Et inbox 0 tous les jours, donc tous les jours, j'ai 0 mail, enfin, j'ai 5 mails dans ma boîte, des fois, j'ai des trucs qui traînent. Donc, ma to-do list, c'est mes mails, comme ça, je suis clean. Pas de meeting, d'avoir des horaires condensés où tu fais tous les jours la même chose, comme ça, tu sais à quelle heure mettre tes rendez-vous pour faire quoi. Et ça change vraiment les choses et le maximum de communication par écrit, tant avec les membres de l'équipe. Et il y a beaucoup de membres de l'équipe qui disent ouais, on peut s'appeler 5 minutes. Je dis pourquoi? Le mec me pose la question, je lui réponds, c'est fini. Ouais. C'est incroyable. Et voilà, c'est un petit peu comme ça. Et là, on a mis en place un donuts avec l'équipe où en gros, toutes les semaines, il y a quelqu'un de l'équipe avec qui je fais un call d'1 heure. N'importe qui, comme ça me permet de garder le contact avec des gens qui. Parce que des fois, je discute avec les mecs d'épaule et par exemple, là, j'ai un call avec Alexandre. Bah, Alexandre, c'est un growth, il est hyper bon. On a discuté de temps en temps à son entretien et tout, mais depuis, je vais pas parler, quoi. Donc là, bah, je passe 3 quarts d'heure avec le téléphone, tranquille et tout, et ça me permet de redécouvrir les gens de l'équipe. Parce qu'on avait mis en place un créneau Open Greg où les gens pouvaient me booker. En fait, personne me book. Je crois que les gens osent pas booker des créneaux. Et du coup, bah là, avec ce truc, du coup, c'est un match automatique et du coup, je vais discuter avec les gens. Ça me permet de rester au contact avec les gens de l'équipe que je vois moins, parce qu'on est plus éloigné en termes de pôle ou de prod. Oui. Même quand vous n'êtes pas dans la même ville, c'est. Oui, bah on n'est pas dans la c'est même ville, on n'est pas sur les mêmes problématiques, donc ouais, c'est normal que je croise pas tout le monde, quoi. Ok. Et maintenant, niveau communication, vous êtes une entreprise qui communique plus avec un langage familier, enfin presque familier. Ouais, on un le peu, roule dessus. Ouais. Voilà, c'est ça. Et est-ce que pour toi, pourquoi cette communication est la bonne et est-ce que c'est adapté à. Faut parler comme des êtres humains en fait. Faut arrêter. Putain, genre. Après, les êtres humains ils parlent pas tous de la même façon. Mais je ne connais personne qui parle comme les posts LinkedIn de certaines boîtes ou réseaux sociaux confondus. Faut parler comme des humains, faut arrêter avec la communication institutionnelle. Je veux dire, moi je mets des smileys, j'ai mon smiley tracteur et tout, mon team tracteur, j'ai mon délire. Et bien sûr, quand je dis aux gens, je choisis un smiley, je leur dis, je choisis pas un tracteur, c'est mon style. Moi, je balance des trucs, je mets des gros mots avec des astérix. Parce que je parle comme ça en vrai. J'ai dit combien de fois, combien d'injures j'ai dit depuis le début de cette vidéo, j'ai dû en dire 3-4 minimum. Donc c'est mon style.
Je dis aux gens, parlez comme vous êtes en fait, soyez des êtres humains, soyez pas, enlevez le masque en fait. Et si vous êtes vous-même, et vous pouvez être un grand expert qui est lui-même comme un mec, est-ce que vous voulez jouer dans l'humour, est-ce que vous voulez jouer, il y a des gens ils sont à fond dans l'humour, il y a des gens ils sont à fond dans les jeux de mots, il y a des gens ils sont à fond dans l'énergie, tout le monde a son style. Et je veux dire, juste prenez votre style, exploitez-le. Et moi, on m'a trop souvent dit, pour réussir, il faut bien se raser, il faut avoir un pantalon, il faut être bien coiffé. C'est mon père qui me disait ça. Il me disait, mais Grégoire, tu crois que tu vas réussir sans te raser en t-shirt? J'ai eu des vraies discussions comme ça avec mon père. Et c'est bien parce qu'il m'a donné les règles qui pour lui étaient importantes. Donc il y a des règles qui m'ont permis de progresser et d'en être là où je suis. Et puis il y a des règles où j'ai compris que le monde avait changé et que je devais pas l'écouter. Mais c'est l'éducation qui m'a donné, donc il y a eu du très bon. Et en fait, même ce qui était pas bon, entre guillemets, ça m'a permis de remettre en question les règles et ça me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Et oui, bah en fait, non, tu réussis comme tu es en fait. Et il y a des gens, leur style, c'est le costard. Il y a des gens, tu les vois en costard, tu vois que c'est eux. Moi, tu me mets en costard, tu te dis, what the fuck. C'est pas moi en fait. Et moi, quand je suis en week-end, quand ma journée est finie, je change rien. Je suis toujours le même, toujours pareil. J'ai toujours la même blague, j'ai toujours la même coupe, c'est moi. Et je pense que les marques, pour émerger, il faut qu'ils aient des gens qui portent leur marque, qui soient personnels, qui soient eux. Et aujourd'hui, nous, on a créé notre marque en mettant en avant des individualités. Et ensuite, ça nous a permis de créer une marque globale, Germinal, qui a un ton maintenant. On a mis en avant Kevin, on a mis en avant Jordan, on m'a mis en avant moi. Et ça a créé une marque qui est Germinal et qui maintenant, il y a un tout et on continue à mettre en avant des individualités. Mais il faut se dire que créer une team d'Avengers, de gens qui chacun ont leur style, qui ensuite vont créer une marque commune avec des guidelines, c'est vraiment une bonne façon de se créer. Et vouloir absolument, quand on est 10, faire émerger une marque, c'est quasiment impossible. Non, c'est clair. Et donc dans le gros hacking, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui évolue très très vite. Comment on fait pour rester à la page et comment toi tu fais pour faire un peu de veille Bah, il y a deux choses. Et c'est notre produit l'antichambre, hein, c'est ce qu'on dit aux gens. C'est-à-dire, nous on arrive à rester à la page et être au top. Abonnez-vous pour 200, 300, 400 euros par mois en fonction de l'offre que vous prenez. Vous resterez à la page en fait. Et c'est ce qu'on vend aujourd'hui parce qu'on se rend compte que c'est hyper difficile. Et nous, comment on fait? Il y a une énorme partie de curation de contenu. On est dans des communautés Slack aux US, on suit des infopreneurs US, des boîtes US, des mecs en Europe, des mecs en UK, j'aime bien dire US, UK, tout ça fait genre international. Enfin bon, aux États-Unis, en Angleterre, voilà, enfin Grande-Bretagne. Et il y a vraiment ce truc de dire il faut suivre, donc ça prend beaucoup de temps. Donc moi je regarde des vidéos YouTube, je suis plein de mecs sur Twitter qui sont hyper chauds. Pour aller dans mes comptes Twitter que je follow, j'en follow pas beaucoup, mais c'est tous des comptes qui sont très intéressants. Et puis, donc il y a ça, il y a à suivre. Donc moi je suis abonné par exemple, je trouve que la Growth Letter, des trucs abordables, la Growth Letter c'est édité par Jérémy de Spendesk et son équipe, c'est très bien. Je trouve que nous on fait du très bon, sur notre chaîne YouTube on fait du très bon contenu maintenant, qui est gratuit. Et en fait ça a manqué, c'est pour ça qu'on l'a fait. Il y a des podcasts Growth, il y a Growth Maker de Gabriel Gourovitch que je trouve cool. On avait fait des choses avec lui. Donc ça par exemple c'est les trois choses, si tu veux rester à la page en growth, c'est pas mal. Et après, il y a plein de communautés US et compagnie. Nous, on est sur Conversion XL et compagnie, mais bon, ça prend trop de temps. Si tu veux vraiment rester à la page, c'est pas. Et après, nous, on expérimente des choses. C'est-à-dire, pour rester à la page, il faut être à l'avant-garde en fait. Et t'as des gars à plein temps qui font de la veille ou pas ou... Non, bah maintenant, alors. En fait, ça fait tous partie de leur taf de faire de la veille. Ouais. Et je pense que si on devait prendre l'équivalent, tout le monde fait 2-3 heures de veille par semaine, à l'équivalent d'avoir 2 ou 3 temps plein. Mais là, maintenant, avec notre nouveau produit, j'ai 2 personnes à temps plein qui font de la veille, et j'ai 8 personnes à temps plein qui font des expérimentations qu'on met dans le produit. Donc en fait, maintenant, c'est notre business. Hein. Donc du coup, on met des gens à temps plein. Avant, c'était juste fallait être au niveau pour nos clients. Maintenant, c'est notre business. Donc on est passé au niveau d'exigence du dessus. Mais oui, et maintenant, il y a vraiment aussi se dire d'expérimenter des choses par soi-même. Moi, tout ce que j'ai découvert sur LinkedIn, et qui me permettent de faire entre 300 et 400 000 de portées par semaine, j'ai trouvé moi-même parce que j'ai vu des patterns, j'ai testé des trucs, je l'ai lu nulle part. Donc, il faut rester à la page, mais il faut aussi être à l'avant-garde sur certains sujets pour vraiment rester au top, quoi. Ok. Et maintenant, on va en venir à ton livre qui est sorti donc, il y a 3 ans. Ouais. T'as coécrit un livre sur le gros hacking et je crois qu'il est réédité. Ouais, il a été complètement mis à jour. Ouais. Et on a un nouveau co-auteur, Olivier, qui est Head of Sales chez nous, qui a contribué, qui a mis toute sa patte technique, etc. Et c'est simplement une mise à jour où il y a vraiment ouais, c'est une mise à jour. C'est vraiment une mise à jour. C'est vraiment une mise à jour. Ouais, il y a des nouveaux chapitres. Il y a 1 ou 2 nouveaux chapitres, notamment sur Facebook Ads et les landing pages ont vraiment été étoffés. Enfin, pour le coup, tu vois, avant, après, ça a été réécrit quasiment. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui sont débutants, qui ont envie de prendre un bouquin, je touche 80 centimes par livre, hein, donc c'est pas l'affaire du siècle. On a vendu 4000, je me dis ouais, j'ai mon chèque, c'est bien, mais
pour le temps que tu passes. Ouais. C'est... Ouais. Enfin, 4000, c'est vraiment très très bien, mais 4000 en 3 ans avec beaucoup d'efforts. Donc, le bouquin, c'est très bien vendu, il est très bien noté sur Bah, Amazon. pour un livre de gros hacking, 4000 ventes. Oui, c'est beaucoup. Sur un sujet aussi précis, c'est quand même. Ah oui, non, c'est mais une belle les perf, mecs de quoi. chez Duno, ils nous ont dit, mais moi, si vous écrivez un bouquin, n'importe quel sujet, on prend. Hein. Ouais. Ils nous ont dit, genre, on prend, genre, on n'a jamais vu ça, genre. Et non, ça c'était cool. Je pense que le sujet est porteur aussi, quand même. Ils se vendaient bien au début, et mon co-auteur a fait du bon taf, Frédéric. Mhm. Et si t'es un débutant et que tu veux progresser, c'est un bon bouquin à lire pour te mettre à la page vite, quoi. Pour avoir toutes les bases, rapidement. Ok. Pour comprendre l'état d'esprit et tout, tu lis le bouquin, ça te prend 2 heures. Franchement, je pense que c'est un excellent investissement. Je pense que c'est le bouquin que j'aurais aimé lire quand je me suis lancé dans le growth hacking en 2016. Ok. Voilà. Et pour toi, donc, si on en revient à Germinal dans 5 ans, c'est quoi? Bah, pour moi, Germinal, il y a 2 projets. Il y a vraiment cette ambition de dire on va faire que dans chaque boîte, il y aura des growth. Parce qu'aujourd'hui, le problème des growth, des mecs qui font l'acquisition en mode test, c'est que c'est hyper dur à former, hyper dur à recruter et qu'en fait, c'est un handicap pour l'Europe, quoi. Et nous, notre ambition, c'est de dire dans 5 ans, il y aura 1 million de boîtes qui auront un growth formé par Germinal. Et ça fera la diff. Et ça va permettre à des jeunes boîtes avec des nouvelles valeurs, parce qu'on voit que le monde il se transforme. Et moi je suis persuadé que le monde se transforme par la création d'entreprises. Et de former des growth, de former les nouvelles générations et d'accélérer la croissance des nouvelles boîtes avec des nouveaux modes de pensée, des nouveaux produits plus écologiques, enfin tu vois, qui rentrent dans l'air du temps, quoi, avec de nouveaux modèles d'organisation. C'est ça qui me fait kiffer, quoi. Et on voulait le faire en mode agence et on s'est rendu compte que ça marchait pas. En fait, on n'allait pas assez avoir d'impact. On allait aider 150 boîtes, 200 boîtes par an. Mais en fait, on aide que les boîtes qui n'ont pas besoin d'aide, Qui en s'y fait, intéressent qui ont déjà levé de l'argent, qui s'y intéressent déjà. Mais en fait, si tu tapes plus large, tu peux vraiment changer l'écosystème de façon profonde, tu vois, par l'éducation, tu vois. Et c'est ça qu'on a envie de faire. Et moi, j'ai envie que demain, toutes les PME à Grenoble qui vendent des trucs cool, elles puissent vendre en ligne, se lancer à l'international, se développer grâce à nous, tu vois. Et que les startups, elles puissent accélérer encore plus fort. Et que tous les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, etc., bah, ils fassent pas comme moi à galérer pendant 2 ans avant de comprendre comment ça marche. Ils s'abonnent et en 3 mois, ils sont partis, quoi. Genre, nous, on a donné les GEM junior, la junior qui a pris l'abonnement. Les mecs qui sont pété un câble. Ils nous ont dit, mais putain, mais pourquoi on nous a pas expliqué ça? Et genre, ça leur a coûté que dalle, quoi. Et ils ont, je crois, ils nous ont pris 20 places. Alors, ils ont une grosse réduc, hein, quand vous prenez 20 places. Oui. Voilà, pour expliquer. Et après, il y a le côté organisationnel. Donc, pour moi, dans 5 ans, on aura formé 1 million de personnes. Mm. Et dans toute l'Europe, on dira, bah en fait, si tu veux te former, va sur la plateforme, va prendre l'antichambre de Germinal, quoi. Et à côté de ça, on a un modèle, je veux qu'on crée un nouveau modèle d'entreprise, c'est-à-dire un modèle full remote, avec de la transparence. Nous, on donne les résultats financiers chaque mois à nos salariés, mais à l'équipe. On partage, chaque personne chez Germinal a du capital. On est autofinancé, on essaie d'avoir une énorme croissance. On essaie vraiment d'avoir la parité, parce que c'est important, parce qu'en fait, si t'as que des mecs ou que des nanas, ça marche pas. Et tout ça, moi, j'ai envie de le pousser, moi, j'ai envie que Germinal, comme ça a été une référence à la fin du XVIIIe siècle pour les mines, j'ai envie de dire que à la fin de ce siècle, les gens disent bah il y a eu Germinal, mais que ça devienne une vraie référence positive en termes de ce qu'est l'entreprise du XXIe siècle. Germinal, c'était l'exploitation du XVIIIe siècle. J'ai envie que Germinal devienne l'entreprise du XXIe siècle et qu'on en parle dans les histoires, quoi. Donc ça fait plus de 5 ans. C'est beau. Et au niveau entrepreneurial, est-ce que toi, tu as eu un mentor, un modèle, quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré? Alors moi, j'ai eu beaucoup de mentors, j'ai beaucoup changé de mentor, c'est-à-dire que c'est des gens avec qui je reste en contact, mais en fait, c'est des gens qui m'apportent et après ensuite, je passe à autre chose, entre guillemets, mais je continue à les voir. Par exemple, Julien Coupa, c'est un mec en prépa, je pense que sans lui, j'allais dans le mur. Il m'a vraiment aidé à me relever quand j'ai loupé mes concours. Je l'ai appelé, on a discuté 3 quarts d'heure au téléphone. Je me souviens, on s'est vouvoyé pendant 6 ans, quoi. Et vraiment, il m'a aidé. C'est le mec, ça a été mon mentor en prépa. C'était un peu mon modèle en prépa. D'ailleurs, je l'ai jamais dit. J'espère qu'il va pas cette vidéo. Parce que du coup. Et après, j'ai évolué. Après, j'ai eu des nouveaux modèles, genre de la Roche-Blanchard ou Sama en ligne, à marque, que j'ai rencontré. Alors, c'est hyper bizarre quand le mec qui pendant 5 ans était ton modèle, il t'envoie des WhatsApp. C'est un peu chelou. Mais t'es là en mode, waouh, c'est trop stylé. J'ai mon petit cœur qui battait. Bref, et maintenant, et après maintenant j'ai des coachs, des gens. Là par exemple c'est Adrien Falcon, le mec qui a monté des livres de 20-600 personnes en Europe, donc qui a un de ses enfants a une grave maladie, du coup il est devenu coach. Mais lui c'est le mec qui m'a inspiré, que j'ai pris en coaching. Donc voilà, j'ai vraiment eu des mentors. Un moment, Mathieu Gentil m'a vraiment beaucoup aidé, m'a fait comprendre qu'il y avait en fait, si tu jouais avec les règles, tu pouvais pas gagner, quoi. Enfin, sauf si
t'étais un pur produit de ces règles, mais quand t'es comme moi, un mec de la campagne avec un père qui était courtier en assurance, qui est cool, avec un salarié, et ma mère qui était comptable, et que t'as loupé tes concours et que t'es à la fac de droit, bah, si tu suis les règles comme tout le monde, bah, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs, quoi. Et il m'a dit, mais en fait, pourquoi tu suis les règles, mec? Et ça, il me l'a appris. Donc voilà, c'est un petit peu. J'ai toujours eu des mentors et c'est des gens avec qui je reste en contact. Mais voilà, je prends des gens, ça me permet de progresser, ça me permet d'aller plus vite. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as une startup qui t'a marqué récemment? Ah ouais, récemment, ouais. Ah, j'en ai une. Non, en vrai, j'allais dire, bon, je le troll, c'est Shine qui a été revendu 100 millions par la Société Générale. Et moi, je trouve que c'est une énorme réussite de la part des entrepreneurs. Et d'un autre côté, je trouve que c'est pas bon pour l'écosystème. Et je pense qu'on devrait pas se réjouir d'une boîte qui est revendue 100 millions. Soit on monte une énorme boîte en étant autofinancé, et nous, c'est ce qu'on veut faire, mais on grossit un peu moins vite. Soit on monte des business où il y a un business model qui est hyper loin, hyper compliqué, et là on est obligé de lever des fonds, et là on monte une boîte à 1 milliard, quoi. Et je pense que pour eux, c'est un move incroyable, mais que c'est pas un bon move pour l'écosystème, et du coup, ouais, c'est une boîte qui m'a marqué, ouais. Sinon, en boîte que j'aime beaucoup, en vrai, je trouve que l'Emlist, en termes de Guillaume, d'ailleurs, qui est un bon pote, c'est une boîte que je trouve cool, c'est-à-dire que c'est une boîte qui a su qui est en mode SaaS, s'autofinancer, c'est assez inspirant pour moi. Je pense que ça a été un modèle d'inspiration. Aujourd'hui, on est plus en compétition, on n'est pas en compétition du tout sur le même marché, mais plutôt on se tire la bourre qu'autre chose. Mais je pense que il y a 2 ans, c'est le genre de boîte, ça aurait été vraiment un modèle. Comme on s'est lancé quasiment en même temps, ça n'a jamais été vraiment un modèle. Mais je pense que c'est une boîte à suivre. Ok. Et l'autofinancement pour toi, c'est quelque chose d'important C'est primordial en fait. Toi, t'aimes bien avoir un mec qui peut venir dans ton jardin, poser un étron et rester là? C'est un VC. Hein. Genre un VC, il fait ce qu'il veut, il est chez toi. Hein. Une fois qu'il a 25 pour 20 ou 25% de ta boîte, il est copropriétaire. Hein. Genre le mec, il veut pas que tu fermes la porte des shots, tu peux pas fermer la porte des shots. Hein. Genre, et moi je pense que tu dois donner des parts de ta boîte à part aux membres de l'équipe quand t'as pas le choix. Et il y a certaines histoires, certains types de business models où tu es obligé et où là le venture capitaliste a tout son sens. Mais moi je pense qu'aujourd'hui même 90% des startups ils auraient pu se développer autrement. Et nous aujourd'hui on a fait du service pour ensuite aller vers un produit tech donc, qui est pas rentable tout de suite et compagnie. Là on a des gros coûts, là on bouffe du cash pour développer ça. Et si on avait été une boîte toute petite on n'aurait jamais pu lancer ça. Et moi ce modèle de on crée une agence, une boîte de service en pensant à son produit et on développe, on fait du service en pensant à son produit, un jour on lance son produit, on fait la transition et on l'opère et on grossit hyper vite. Et au passage on a créé une marque, on a créé une culture, etc. On a des compétences en organisation. Pour moi c'est un troisième modèle qui va exister entre les boîtes purement autofinancées de service, les boîtes hyper ambitieuses de levée de fonds de tech, et entre les deux il y a une place de je me développe avec du service puis après je développe une boîte tech, quoi. Et je pense qu'il y a un vrai troisième modèle à créer. Et c'est pour ça que pour moi les VC ça doit être que dans certains cas hyper spécifiques. Okay. Et aujourd'hui quand t'as un marteau tu ressembles à un clou, quoi. Et là aujourd'hui les entrepreneurs ils ont des marteaux et ils disent faut lever des fonds, mais franchement je pense que 90% des boîtes que je vois ils pourraient faire autrement. Ok. Et si tu avais un conseil à donner aux gens qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ce serait? Moi un conseil c'est bouge-toi le cul, quoi. Franchement, moi ma première boîte pendant 9 mois j'ai réfléchi. 9 mois. Va vendre bouge-toi et va vendre. Faut aller sur le terrain. Même si ton produit n'existe pas. Mais sur le terrain tu vas vendre. Tu dois prendre un billet, une carte bleue, un chèque, ce que tu veux. Il faut qu'un mec te faire 1 euro. Le jour où tu as fait 1 euro avec ton produit, même s'il n'existe pas encore, ta vie elle change. Et faites 1 euro. Et il y a tellement de boîtes qui feront jamais 1 euro. Et c'est le conseil que j'aurais bien aimé qu'on me donne plus tôt, ça m'aurait fait gagner 10 mois dans ma vie. Okay. Parce que ma première boîte, j'ai réfléchi, machin. Et en fait, juste faites 1 euro. Faites 1 euro avec votre boîte. Ouais. Parce qu'on donne jamais. On peut te dire, tu pourras avoir 10 000 personnes qui diront oui pour te faire plaisir. Si tu as une personne qui te donne 1 euro pour acheter ton produit, ça a plus de valeur que 10 000 personnes enthousiastes qui t'ont pas donné d'argent. C'est clair, donc tu privilégies l'action à la réflexion. Parce que c'est vrai que quand on se confronte au terrain. Mais en fait, ça sert à rien de réfléchir qu'on est un jeune entrepreneur, on est nul. Notre cerveau, il est asphyxié par l'école, t'as des mauvais réflexes dans tous les sens. C'est terrible. Moi, mon cerveau, maintenant, il pense, il peut réfléchir à des trucs à peu près intelligents, à peu près, hein. Vraiment, genre, j'aurais pas la prétention de... Et j'ai des intuitions sur les marchés, etc., qui font que maintenant, quand je réfléchis, j'arrive à sortir des produits. Et putain, il y a 3 ans, quand je réfléchissais,
Mais j'avais aucun réflexe, j'avais rien. Enfin, c'est comme si tu demandais à un mec en CM2 d'écrire un bouquin. Un mec en CM2, bah il commence, il écrit une dictée, tu vois. Si tu lui dis écrire un bouquin et que tu lui dis vas-y réfléchis, non, entraîne-toi, 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 entraîne-toi. Et un entrepreneur, et une fois que ça fera 5 ans que t'écris, là tu pourras réfléchir à ton bouquin, à ta trame. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je dis entraîne-toi, commence par écrire un petit billet, commence par écrire 3 lignes, commence par vendre 1 euro, et quand tu auras vendu 10 000 euros, 100 000 euros, tu auras des réflexes, tu auras des intuitions, tu auras une façon de penser différente, et là ta réflexion elle aura de la valeur. Mais la réflexion d'un entrepreneur au départ, je pense qu'elle a une valeur très limitée. Ok. Par manque d'expérience, tout simplement. Oui, forcément. Et donc maintenant, petit dilemme, si on te propose de reprendre Germinal pour 100 millions d'euros, qu'est-ce que tu fais? Moi aujourd'hui je vis avec 700 euros par mois, loyer compris. Donc si tu me files 100 millions d'euros, ça veut dire que je peux vivre. Donc c'est-à-dire que je dépense 10 000. Oh là, le calcul est compliqué du coup. Mince, je peux vivre 10 000 ans. Ouais. Qu'est-ce que je fais Tu penses que dans 10 000 ans je serai toujours là? Moi j'ai un doute. Donc par contre, tous les matins je me lève et je suis au taquet, donc je dis non sans hésiter. C'est Parce que. ton bébé Germinal, quoi. T'as Mais pas c'est envie pas mon de le bébé, lâcher. c'est ma raison de vivre en fait. C'est Ouais. comme ça que j'aurai de l'impact. C'est sûr. Je veux dire, si on me file 100 millions, j'aurai aucun impact sur le monde. Je vais pouvoir donner à des assos et compagnie. Mais là, j'ai l'intuition qu'on peut créer l'entreprise du 21e siècle, qu'on peut à la fois aider cette transformation des boîtes où les gens comprennent qu'ils peuvent grossir par eux-mêmes et que le fait de accélérer cette transformation des boîtes en Europe, et du coup c'est aider les étudiants, aider les nouvelles boîtes, aider les PME à se transformer plus vite, à acquérir des utilisateurs plus vite, et du coup à accélérer la transition en fait vers un nouveau modèle de société avec des entreprises avec des valeurs différentes, etc. Et nous, en parallèle, incarner l'entreprise du 21e siècle. Je veux dire, avec 100 millions, je ferais pas un quart de ça, un dixième, un centième de ça. Et avec 100 millions, je suis pas sûr de pouvoir remonter un Germinal. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'équilibre, tu vois, dans l'alignement des étoiles, qui fait que je sais pas si j'aurai un jour une autre chance comme celle-là, et j'ai pas envie de la gâcher. Et même quand t'es dans la contrainte, tu crées des choses plus Incroyable, en incroyable. général, quoi. Ouais, exactement, et franchement, quand Quand t'as t'es 100 dans la- millions, quand t'es dans t'as 100 la millions, facilité, tu sais pendant combien de temps t'es content d'avoir 100 millions? Un mois. Ouais. Après, t'es dépressif, mec. C'est horrible. Bah après, C'est horrible. ouais, Tu sais ce qui se passe pour les gens qui gagnent au loto? oui, ils ont des Leur vie, psys, c'est un enfer. ouais. Leur vie, c'est un enfer. Et plus tu réussis tôt dans ta vie, plus t'as de chances de te planter. Parce qu'en fait, le truc, c'est que pour réussir quelque chose de ouf, il faut créer des habitudes, il faut créer une façon de penser qui est incroyable. Du coup, là, moi, je sens que je suis qu'à 10% de ce que je pourrais faire. Bon, après, je suis assez lent. Tu vois. Il y a des gens peut-être qui seraient déjà à 20 ou à 30%, mais moi, il faut beaucoup de données pour comprendre comment ça marche. Et du coup, non, quoi. Non, j'ai pas envie de m'arrêter là. Et peut-être que quand j'aurai 50, 55, 60 ans, et ça m'étonnerait qu'à ce moment-là, j'ai envie d'arrêter. Mais parce qu'à 60 ans, t'as toujours envie de faire des trucs de ouf. Je vois mon père, il est toujours au taquet. Et j'ai pas envie de me fatiguer, j'ai pas envie d'être blasé, j'ai envie de continuer. Et je pense que j'ai un truc, et je pense que l'argent en soi, franchement, quand t'as un niveau de vie comme le mien, et moi, mon plaisir, c'est d'aller faire des voyages à vélo en tandem avec ma copine. On dort dans des campings sauvages. C'est d'aller courir, d'aller marcher. Je saurais même pas quoi en faire, quoi. Moi, j'ai même pas de voiture, mec. Genre, j'ai même pas de montre, j'ai pas de voiture. J'ai des fringues Germinal et des fringues asphalte de mes clients, enfin kimono et asphalte, et j'achète une paire de pompes par an. Enfin, et je suis heureux, et je suis heureux quand je vais à la boulangerie m'acheter un gâteau, et je mange mon gâteau. Moi, j'adore manger, tu vois. Mais quand je vais dans un 3 étoiles, j'aime pas ça, tu vois. Genre, j'en ferai rien, quoi. Par contre, Germinal, tous les matins, je me réveille, je me dis putain, j'ai un truc à faire. Ok. Et qui t'aimerais voir dans la prochaine interview de J'aime entreprendre? Bah, j'aime entreprendre. Moi, il y a deux personnes que j'aime beaucoup à Grenoble. Bah, il y a Mathieu Gentil, du coup, sur son côté complètement what the fuck, genre. Et vraiment sur le côté briser les règles, et je trouve qu'il a fait des trucs vraiment cool. Et Jonathan Bonzi d'une Petite Mousse, c'est un mec qui m'a beaucoup inspiré, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pendant un an et demi, vraiment sur le côté lancer des projets. Il a lancé 10 000 trucs avec incroyable. Il a lancé une Petite Mousse qui est des box, il a lancé un bar, il a lancé des champs de houblon, mec. Il a lancé des boîtes de chocolat, des box fromage. Le mec, si tu veux interviewer un mec qui a lancé des projets, plein de projets, qui sait ce que c'est, est-ce qu'il faut se focus, pas se focus et compagnie. Et vraiment, je pense que c'est le meilleur mec que je connaisse sur comment lancer un projet vite et bien et comment savoir s'il y a une bonne intuition. Et moi, je trouve que le mec est assez ouf. Et Mathieu Gentil aussi, dans son style non conventionnel et tout, je trouve que les deux, ils font vraiment la paire. Après, il y a plein d'autres gens cool. Je sais qu'il y a Raphaël Meillard qui fait les radiateurs éco avec la batterie. Putain, je me souviens pas de ça. Lance Energy Store que je trouve assez ouf aussi dans son style. Je trouve ça.
C'est vraiment un mec qui a une vision de l'entrepreneuriat complètement différente de la mienne. Et je sais que quand on parle généralement d'entrepreneuriat, on n'est pas d'accord. Mais je trouve qu'il a une vision qui est assez ouf et je pense que ça peut correspondre à d'autres personnes qui sont pas du tout du même style que moi. Donc voilà, c'est les 3 personnes que je trouve cool à Grenoble. D'accord. Bah, merci beaucoup. L'interview touche à sa fin. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi. Et voilà. Ciao!